Invité du jour, l'honorable Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, Force des intègres pour la démocratie et la liberté. Avec lui, nous parlerons bien sûr de cette alliance voilà, qui a été mise en place, l'alliance des forces patriotiques, qui entend soutenir et d'ailleurs invite le président de la République à être candidat à la prochaine présidentielle en République de Guinée. Quelles en sont les motivations et quelles sont justement les actions que mène cette coalition pour réellement aboutir à cette, on va dire, ambition qu'elle porte? C'est ce que nous allons savoir tout à l'heure avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour à vous, bonjour à votre co-animateur, au personnel de la télévision, de la radio parlementaire, aux millions d'auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Vous étiez membre, je l'annonçais tantôt, hein, de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans les locaux du Parlement et d'être sur le plateau de la télévision parlementaire? Oh, merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Et pour répondre à cette question, je voudrais tout simplement que je suis impressionné par l'ampleur des travaux réalisés. Je suis dans un studio, franchement, dans l'architecture, puis les appareils qui sont là m'impressionnent beaucoup. Je ne savais pas que notre institution parlementaire était si équipée. Je me rappelle bien, beaucoup de choses ont changé en termes d'architecture. Hein. Je veux dire que quand je rentrais, par le passé, on n'avait pas d'ascenseur ici. Aujourd'hui, on a un ascenseur. Donc, je suis monté, comme on appelle, le troisième étage sans être soufflé. Donc, cela aussi prouve à suffisance qu'il y a un effort qui a été consenti. Et une radio, une télévision encore aussi fonctionnelle, parce qu'à notre temps, il faut reconnaître, on avait des problèmes, la radio ne fonctionnait pas à tout moment. Et c'est tout, aujourd'hui, tout se passe bien. Je pense qu'il faut féliciter les initiateurs, il faut féliciter au premier plan le Dr Dansa, le président de cette institution, qui a fait un effort colossal, qui va rester dans l'histoire de cette institution. Et je crois que c'est un effort. Le CNT ira, une assemblée sera là. Mais ce qui est déjà fait est un acquis déjà. Donc il faut vraiment remercier le CNT pour ça. Il faut également remercier les efforts consentis. Comment on appelle, quant au chantier du Parlement qui est du Parlement guinéen. Le siège du Parlement guinéen qui est en réalisation. En notre temps, tout pouvait démarrer, mais malheureusement, nous, on n'a pas pu le faire. Et voilà, ce sont des choses qui sont en train d'être faites pour l'intérêt exclusif de toute la Guinée. Et je pense que cela est un effort colossal qu'il faut féliciter. Alors, avant de parler de votre alliance, comment se porte le parti Fidèle aujourd'hui? Oh, le parti Fidèle se porte bien, le parti Fidèle se bat comme un lion, et pas n'importe quel lion, mais un lion indomptable. Le parti Fidèle, vous le savez, était déjà un parti compétitif. Nous avons été aux élections locales, nous avons eu des conseils communaux, d'où moi personnellement j'ai été élu comme le vice-maire de la commune urbaine de Farana, sous la bannière naturellement du parti Fidèle. Mais aussi nous avons été candidats, j'ai été candidat aux élections législatives, nous avons eu un député de moi. Et aujourd'hui, je vous assure que nous sommes en train de nous préparer, de faire en sorte que les élections à venir, qu'on n'ait pas seulement un député comme moi, mais pour qu'on puisse constituer un groupe parlementaire avec nos alliés. Bien, on va revenir dans le contexte de la transition. Par rapport justement toujours au parti Fidèle, et quelle est la vision que vous portez qui vous singularise par rapport aux autres formations politiques déjà en exercice? Et en termes de notre projet de société, je pense que nous avons le projet de société le plus intéressant. Comment? Bon, ça vient de président, on peut le prendre ainsi. Hein. Oui, mais il suffit seulement de savoir les grandes lignes pour être suivi. Pour que, à la fin de cette émission, que vous me demandez directement votre carte de militant. Ça, je vous assure. Bien. Ok, allez-y. Le parti Fidèle est un parti très ambitieux, est un parti qui croit à l'avenir de ce pays, est un parti très optimiste. Un parti qui a l'ambition axée principalement sur l'agriculture et l'éducation. En termes d'éducation, comme l'émission n'est pas faite pour parler de tout cela, mais je vous explique déjà. Nous ambitionnons de faire l'école guinéenne une école de profession, une école
où un élève à partir de la 10e année sera capable de se prendre en charge. Bien. Après la 6e année, les cours de soir au collège, nous souhaitons que les élèves fassent des cours du matin, le soir, pour qu'ils puissent aller apprendre un métier, qu'il soit la couture, qu'il soit, si vous voulez, la tapisserie, qu'il soit de n'importe quel domaine. Mais un élève, moi par exemple, mes enfants, mes grands-enfants, chacun a un métier. Je parle par exemple de ma fille qui fait terminale, ma première fille, mais celle-là, elle s'est coiffée. Pendant qu'elle était en train d'aller à Sousse, elle apprenait la coiffure. Aujourd'hui, elle me surprend plusieurs fois. Elle dit, papa, tiens ça. Elle peut me donner 100 000, 200 000, tout ça. Bien. Tout ça, ça prouve quoi. Donc nous voulons ça, que chaque élève, à partir de la 10e année, soit capable de se prendre en charge ou du moins d'assister sa famille. Au-delà de cela, en ce qui concerne l'agriculture, nous ambitionnons de réduire l'effectif des fonctionnaires pour les envoyer au champ. En quoi faisant? Un fonctionnaire qui a déjà 5 ans ou voire 10 ans d'exercice et qu'il lui reste 20 ans, nous souhaitons lui payer les salaires de ces 10 ans ou de ces 20 ans qui lui restent, à supposer par exemple qu'il a 3 millions, les 3 millions fois 10, c'est-à-dire par an, ça va nous donner à peu près 70 millions, je crois, 72 millions. Et si vous multipliez ça maintenant par 10, ça vous êtes dans l'ordre de 700 millions. Et si vous multipliez par 20, c'est-à-dire les 20 années qui lui restent, ça va lui envoyer dans les milliards. Ce milliard-là doit être mis à la disposition d'une structure, d'une organisation. Ce n'est pas dans sa main de lui donner comme ça et aller. Non. Il y a une structure. S'il a besoin de défricher un hectare, mais ça sera fait exclusivement dans le domaine de l'agriculture, la pêche et peut-être la transformation des produits, etc. Et l'élevage, naturellement. Nous allons financer dans ce domaine. Donc, quand ça sera fait, ce sera un entrepreneur désormais. Mais un entrepreneur qui ne va pas gérer son argent comme il le veut. Une institution est là. S'il y a un hectare, par exemple, à défricher, à 100 000 francs, c'est l'institution là qui prend son argent et le défriche. S'il a besoin comment on appelle des intrants, de la même manière, c'est l'institution qui le paye jusqu'à ce que l'État, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il amortisse son investissement pour le laisser travailler. Donc c'est cette culture-là qu'il faut donner à tout le monde. Il faut créer des millions et des millions, je peux dire comme ça, des milliers du moins, milliardaires dans ce pays. Bien, et nous avons l'ambition de le faire et je crois que on n'avait pas suffisamment de temps pour le faire, mais on aura les détails. On a l'opportunité de le faire revenir au moment venu, bien sûr. Sur le contexte actuel que nous traversons, notamment qui concerne la transition. Alors, je rappelle que le 9 avril dernier, l'Alliance des forces patriotiques a été créée avec une coalition de plus de 53 partis politiques qui sollicitent désormais notamment la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la prochaine présidentielle en Guinée. Alors, dites-nous d'où est partie la motivation pour la création de cette alliance qui prône la candidature du président de la République? Oh, merci infiniment. Je crois que c'est une question extrêmement importante. Lorsqu'on sait qu'on n'est même plus 53, on est plus de 60 partis politiques aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, qui coordonnent une action de soutien autour de la candidature du général Doumbouya. D'abord, la première question souvent que les gens se posent, mais pourquoi, c'est-à-dire inviter le général Doumbouya à être candidat alors qu'il ne s'est même pas exprimé? Vous savez, tout dépend de notre perception. Non, la question avant qu'on peut se poser, pourquoi des partis politiques qui aspirent à être le pouvoir se réunissent pour demander au président Mamadi Doumbouya d'être candidat aux prochaines élections, alors que vous-même, vous avez créé vos partis politiques pour conquérir le pouvoir suprême. Conquérir le pouvoir. Parfait. On ne cherche pas à conquérir le pouvoir juste pour être président, c'est pour pouvoir faire des réalisations effectives, pour résoudre le problème sociétal, pour répondre promptement à la préoccupation de nos compatriotes. C'est cela l'objectif. Mais nous savons, c'est que nous avons une expérience forte qui nous dit quelque chose. Le politicien le plus impétueux de ce pays était bien le président Alpha Condé. Il a fait plus de 40 ans, un civil comme moi, comme vous, comme nous tous, il a fait plus de 40 ans, 50 ans de carrière politique. Quand il a accédé au pouvoir, nous avons vu qu'il a été limité dans certains faits. En tant que civil, il ne pouvait pas
faire fonctionner son programme. Il a eu parfois des grandes ambitions, des très jolies ambitions, mais qu'il n'a pas pu réaliser. Il avait les mains liées. Oui, il avait les mains liées. Pourquoi? Je vous prends l'exemple de l'autoroute que nous avons. Ou je peux vous parler de la ville, comme nous sommes en ville ici. Prenez la ville. La ville de Conakry. C'est-à-dire, le président Alpha lui-même avait proposé de déguerpir, de récupérer les emprises. Et on avait commencé partout à Conakry. Entre-temps, qu'est-ce que nous avons observé? Eh bien, sur l'Assemblée ici, nous avons reçu un Premier ministre saboteur, en la personne de M. Kassouri Fofana. Quand il était venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne sais pas qui est en train de détruire les maisons des Conakryens. Parce qu'en ce moment, ça n'allait pas entre lui et le président. Lui qui est la pierre angulaire du gouvernement, il est en train de saboter les actions gouvernementales. Ainsi, il a dit, je ne sais pas qui est en train de détruire la maison des Conakryens. Moi-même, je ne suis même pas informé. Et quand cela a eu lieu, il a dit ça en plénière ici. Ici, à l'Assemblée, à la plénière ici. Lorsque nous l'avons reçu ici, il nous a dit qu'il ne sait pas qui est en train de détruire la maison des Conakryens. Il a dit pire que ça, mais le lieu n'est pas opportun pour étaler tout cela. Ouais. Donc quand il a dit, le président Alpha a eu peur, il a reculé. Il a arrêté. Et quand il a arrêté pourquoi? Parce qu'une éventuelle manifestation peut être organisée parce qu'il avait peur également de perdre l'électorat prochain. Voilà un civil qui pense, au lieu de penser à la génération prochaine, il pense à l'électorat prochain. C'est une erreur. Et cela n'est qu'une goutte d'eau. Il y a beaucoup d'attaques de ce genre. Nous avons vu dans le gouvernement d'Alpha, où nous avons enlevé quelqu'un et envoyé à un poste, je ne sais pas, à l'élevage, qui était à un poste juteux, la télécommunication, la personne de Il refuse de partir. Il dit que je ne vais pas parce que ce n'est pas juteux. On n'a pas beaucoup d'argent là-bas. Ouais. Il a refusé. Vous ne pouvez pas l'imaginer avec le général. Et en termes de choses, comme on appelle, de la récupération des intérêts, c'est ce que le président Doumbouya est en train de le faire. Et il l'a déjà fait. Regardez aujourd'hui, la ville de Conakry est en train de prendre l'image, le visage d'une vraie capitale. Donc cela, c'est parce que c'est un civil. Là. En fait, c'est ce que le civil n'a pas osé, lui, il a pu le faire. Donc un militaire a de l'autorité. Vous savez, très souvent, on parle de Ghana en parlant de Rawlings, sans rentrer dans les détails. Mais moi, je veux vous parler des indices. Je ne parle pas des indices macroéconomiques de la Banque mondiale, du FMI ou du Club de Paris, ou non plus la direction nationale des statistiques du Ghana. Je parle des indices que vous et moi, en tant que Guinéens, avons ici sur le Ghana. Okay. Au Ghana, d'ailleurs, quand on grandissait à Conakry ici, la plupart des condamnés, c'était les Ghanéens qui avaient fui le pays parce que ça n'allait pas. Oui. Parce que la corruption avait miné le pays. On se rappelle de ça, oui. C'était les cordonniers. Oui. Les coiffeurs, majoritairement, étaient les Ghanéens. Oui. Quand il y avait un problème de drogue, de faux billets, c'était les Ghanéens. Parce que la corruption avait sémé. Les Ivoiriens voudront que les professionnels des sexes en Côte d'Ivoire, en ce moment, à cette époque-là, étaient majoritairement des femmes ghanéennes. Mais aujourd'hui, bien avant d'aujourd'hui, lorsque le monsieur accéda au pouvoir au Ghana, à Rawlings accéda au Ghana, à la gestion des affaires publiques, la corruption sortit par la petite fenêtre. Et c'est ce qui prouve qu'on a besoin d'un militaire qui va essayer de nous aider pour le faire. Aujourd'hui, les Ghanéens ne sont plus là. Ah oui, c'est une référence désormais. Non, ils ne sont plus là. Oui. Ils sont repartis dans leur pays. Aujourd'hui, les femmes qui étaient en Côte d'Ivoire, là, ne vont plus. Ils sont toutes rentrées. Toutes ces femmes sont rentrées. Vous avez également l'affaire de drogue et autres, là, on n'en parle plus. C'est rarement qu'on parle ici des Ghanéens dans ça. C'est pour vous dire que quand il y a un chef qui met le pays sur les rails, franchement, la population adhère à la chose. Et aujourd'hui, le Ghana est devenu un modèle. Le Ghana est devenu pas seulement l'élève du FMI, mais plutôt le maître aujourd'hui. Ouais. Et c'est pourquoi nous avons besoin du général Doumbouya pour en faire de ce pays, pour mettre ce pays sur les rails. Pour qu'il puisse préparer ce pays-là pour la gouvernance civile pour nous. Parce que si nous nous accédons actuellement au pouvoir, il faut être un homme, nous aurons besoin d'avoir une forte autorité. Alors, se donner une forte autorité pour gérer ce pays. Parce que le président Alpha, que je vous dis, qui était exemplaire, machin, qui était une référence pour nous, lui-même n'a pas pu. Bien. Donc, c'est pourquoi nous voulons, nous demandons au général à ne pas nous abandonner. D'accord. De rester, à mettre ce pays-là sur les rails, pour que 10 ans ou 20 ans après, nous, les civils, nous pouvons accéder aux affaires et diriger ce pays pour répondre à la préoccupation sociétale. La deuxième question sur la démarche, c'est vrai qu'on a parlé de votre ambition parti politique par rapport maintenant. Comment est-ce que vous pouvez créer une alliance
patriotique pour demander la candidature d'un président de la République qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Parfait. Vous savez, c'est une perception de la démocratie. Dans les pays très avancés démocratiquement tels que les États-Unis, ce sont les citoyens qui démarchent, qui mènent beaucoup d'actions politiques, beaucoup d'activités politiques et qui se finalisent par ce qu'on appelle la convention, où le candidat souhaité vient répondre « Yes, I accept your nomination ». Nous l'avons vu, le Barack Obama le dire, nous avons vu Trump le dire et tous les autres présidents. « Yes, I accept your nomination ». Oui, j'accepte votre désignation, votre choix. C'est le candidat qui est demandé par les électeurs. Donc je crois que nous aussi, en tant que Guinéens, nous pensons que même si la démocratie, on ne peut pas comparer à celle des États-Unis, mais il est clair quand même que nous, les Guinéens, nous aspirons à être aussi démocrates. Nous pensons qu'on peut demander à n'importe quelle personne de venir faire si nous portons confiance en la personne. Très bien. D'où la nécessité de lancer cet appel au général à ne pas nous abandonner, de se présenter comme candidat pour mettre ce pays-là sur les rails. Parce que la lutte contre l'impunité, c'est ce qui détruit ce pays. Si nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures routières, d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures éducatives, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays-là. Ceux-là doivent nous rendre compte. Et regardez quand il est venu. On peut tout dire, mais la lutte contre l'impunité a été engagée. Par le passé, c'est l'opposition qui dénonçait les cadres. Mais maintenant, là, c'est le gouvernement même qui dénonce les administrateurs. L'exemple est le cas comment vous appelez, des douaniers. Ceux-là ont fait des malversations. Finalement, ils ont été cités par l'État, ils ont été poursuivis par l'État. On n'a pas l'habitude de voir ça. Nous avons vu des choses ici, la femme de Nabaya, nous avons vu. Où le Premier ministre. Où le Premier ministre menace les journalistes. Si vous dénoncez, prends position. Prends position. Très bien. C'est cela qu'il faut rompre avec. D'accord, on reviendra quand même tout à l'heure sur ce qui vous a beaucoup plus marqué par rapport à ces différentes réformes en cours sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Je rappelle que vous êtes le président du parti Fidèle. Comme vous, il y a 50, voire près d'une soixantaine d'autres présidents de formations politiques qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour porter cette candidature du président Mamadi Doumbouya. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir comment cette alliance est-elle constituée. Est-ce qu'il y a eu des concertations pour partager cette vision commune que vous portez aujourd'hui? Absolument. C'est une démarche réfléchie, une démarche mûrie, c'est une action politique concertée. Nous, déjà, à notre niveau, je suis le président d'une coalition qu'on appelle là de l'Alliance démocratique, qui a participé à tous les débats sous cette transition. On avait initié de créer une structure, enfin de fédérer les partis politiques en vue de soutenir la candidature du général Doumbouya. Nous étions dans cette dynamique, on a concerté beaucoup de leaders. Il y avait d'autres groupes encore qui travaillaient, qui avaient les mêmes ambitions de le faire. Lorsqu'on s'est découvert, l'un et l'autre, nous avons les mêmes objectifs. Nous avons dit, pour ne pas créer des multitudes de trucs, donnons-nous la main pour qu'on puisse travailler ensemble. D'où la nécessité de la création il y avait le groupe qui avait quitté l'Union Sacrée avec Bok, qui sont avec les Dadi. Donc, Ousmane Dadi Kamara, le président Ousmane Dadi. Donc, nous avons travaillé ensemble. Et nous avons fait de façon extrêmement professionnelle. Parce qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça nous ensemble. Nous avons fait ce qu'on appelle d'abord une charte. La charte ne parle pas seulement des élections présidentielles, mais c'est comme celle qui est plus en vue et qui parle du général, qui intéresse le général en ce sens. Les gens s'en parlent. Mais au-delà de cela, la charte parle des actions communes au niveau des élections locales. Nous voulons, tel qu'à Kaloum ici, donc c'est déjà une alliance politique. C'est une alliance électorale, j'allais dire. Une alliance politique, une alliance électorale, une alliance qui va au-delà des élections. Wow. Une alliance même qui va dans la gouvernance. Nous voulons en faire de l'AFP la future mouvance présidentielle. Nous voulons en faire d'elle le futur groupe parlementaire. Nous voulons en faire de cela, franchement, une structure qui va être partout à l'intérieur du pays, comme à Conakry, c'est-à-dire pour gérer les communes urbaines et rurales. Alors, à l'image de votre alliance, il y en a aussi d'autres qui sont réfractaires, qui ne sont pas dans votre vision et dans votre démarche. Alors, quel est le mécanisme par lequel l'Alliance des forces patriotiques compte notamment passer pour faire adhérer à d'autres partis politiques dans votre dynamique? Nous avons des démarches nobles, des démarches respectueuses à l'égard
de nos compatriotes qui sont censés être avec nous. Nous avons mis une commission en place qui a pris contact utile avec beaucoup de leaders politiques, notamment le président Baousman. Nous sommes partis le rencontrer. Il n'a pas dit qu'il ne sera pas avec nous. Il dit de lui donner un temps qu'il va consulter sa base ou sa direction nationale. Nous avons rencontré même la personne de Makali. Une délégation est partie de rencontrer Makali Traoré. Nous avons rencontré M. Bouna, nous avons rencontré l'honorable Gouressi, nous avons rencontré tout le monde. Nous rencontrons jusqu'à présent, il y a les démarches que nous sommes en train de mener. Plus récemment, c'était le président Bouré, Abraham Bouré, que nous avons rencontré pour lui dire que l'arrêt à la chose. Donc, nous sommes ouverts. Nous voulons que ça soit. Même le PUP, tout le monde a été demandé de venir de coordonner une action de soutien. Et d'ailleurs, je vous dis aujourd'hui, nous recevons les 52. Je vous invite d'ailleurs. Hein, voilà, les 52 sections de Conakry, du RPG. 52 sections du RPG. Du RPG Arc-en-Ciel. Du RPG Arc-en-Ciel. L'ex-parti au pouvoir. Qui veut rejoindre votre dynamique. Qui va nous rejoindre aujourd'hui. Notre siège se trouve à Matoto, où je vous habite. Aujourd'hui, nous les recevons. Et les jours à venir encore, nous allons recevoir encore les sections de l'intérieur. C'est parti, mon cher ami. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en plus de votre alliance, on en a quand même beaucoup d'autres alliances et mouvements qui sont dans la même dynamique que vous. Mais la grosse question désormais qui va se poser, c'est quelle va être la différence entre vous et ces autres déjà qui existent ou qui vont venir vous rejoindre, notamment sur le champ de la reconnaissance des acquis de Général Mamadi Doumbouya. Quelle va être la particularité? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que... J'ai dit, quelle va être votre démarcation en termes d'action, comparativement aux autres, qui fera que vraiment votre alliance peut avoir notamment beaucoup plus de tonus et de poids dans sa position. Voilà, nous sommes par la structure. Vous pouvez voir par exemple les structures qui sont mises, telles que je ne voudrais pas citer, mais allez leur demander s'ils ont une charte. Ils vous diront non. Okay. C'est un engouement qui est là, vous venez, vous inscrivez sur les listes, ça finit. Quand il y a des trucs, des rencontres, vous confectionnez vos pancartes, vos t-shirts, vous brandissez. C'est comme ça. Mais nous sommes structurés. Nous sommes organisés. Est-ce que ce n'est pas la première alliance des partis politiques pour le CNRD, 6e métron, pour la candidature? Bien sûr, c'est l'unique d'ailleurs. Voilà, c'est l'unique. Quand vous parlez de structure, vous voulez dire que vous avez un président. Comment ça fonctionne? Non, ben, parce que réunir des partis politiques, surtout des leaders politiques, on sait ce que ça peut donner en termes de combat, de positionnement des uns et des autres. Comment vous faites pour vous prémunir contre des situations de ce genre-là qui feront qu'il peut y avoir une sorte de scission? On sait, hein, bon... Non, vous savez, un regroupement humain, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des velléités, il y a de récupération, de sabotage, de défense d'intérêts personnels. Il y en a toujours, il y aura. Mais les leaders qui sont là sont très matures. Il y a un texte, c'est d'où la nécessité de mettre un texte qui est impersonnel, qui est la charte, qui part des principes qui régissent le fonctionnement de la structure, les limites de chaque parti politique et les actions que chacun de nous doit mener, les devoirs et les droits. Donc je crois qu'on l'a fait. Donc on est encadré par des textes. Donc je pense que ce qu'on peut faire, c'est de nous battre pour que ce texte-là soit respecté. Sinon chacun a des intérêts, chacun peut avoir des gens cachés, chacun peut faire l'autopromotion, tout peut arriver quand on est en gros. Mais le plus important, c'est que nous avons défini ensemble doit être respecté. Pour le moment, on n'a pas encore un coordinateur. Nous avons une coordination, on a mis des structures. Une coordination? Voilà, quand je dis structure, les structures ne sont pas encore meublées. Okay. Ouais, donc on a, textuellement, nous avons un coordinateur et nous avons d'ailleurs le Haut Conseil et qui est exclusivement par les membres de l'AFP. Parce que c'est l'AFP qui a été vraiment initiateur, pas l'AFP, je dirais plutôt l'Arbre à Parable. L'Arbre à Parable, ouais. Qui a été l'initiateur de cela. L'Arbre à Parable, c'est quoi? Bon, c'est une organisation de certains hommes d'affaires qui sont amis au président. Donc, qui souhaitent soutenir le président. Donc, ils ont tendu la main à certains partis politiques. Nous avons répondu positivement à cet appel parce que nous avons des objectifs communs et d'où la naissance de cette organisation. Donc, c'est l'AFP qui est l'instance suprême, en tout cas, qui a organisé, qui nous donne. Nous avons le collège des leaders. Le collège des leaders, c'est là où tous les leaders se trouvent. C'est une assemblée, en quelque sorte, qui décide
Et il y a une coordination aussi qui exécute. Dans la coordination, il n'y a pas tout le monde. Il y a, je crois quelque chose de 32, ou 32, non, 27 d'ailleurs. Nous avons 27 leaders qui doivent être dans la coordination. Mais cette coordination ne fait que exécuter ce qui a été décidé au niveau du collège des leaders. Okay. Et nous sommes conseillés par l'arbre à palabre. Alors, oui, mais par rapport effectivement à la dynamique que vous portez aujourd'hui, qu'est-ce que l'AFP fait pour naturellement convaincre ceux qui sont encore sceptiques de rejoindre la dynamique pour, on va dire, étendre votre champ d'action au point d'amener le président à décider, à répondre favorablement à votre invite? Non, je pense que l'AFP est en train de faire un travail colossal. Je viens de vous parler tantôt de 52 partis politiques, plutôt de sections du RPG, qui s'apprêtent aujourd'hui à 16h à Matoto, pas loin du domicile du président Kouyaté. Ok. Donc, nous recevons ces sections, et c'est par l'effort. C'est un membre de l'AFP qui a mené la démarche réelle pour pouvoir le faire, notamment Bani Sangari. Donc aujourd'hui... Oui, Bani Sangari qui était le secrétaire à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc il jouit de son influence au sein de son parti pour faire adhérer à la cause que lui il partage depuis longtemps avec nous. Donc il y a cela, donc il est membre de l'AFP lui, comme on appelle de l'arbre à palabre. Il y a des actions, il y a encore les élus. Je crois qu'ils sont au nombre des élus de la Basse-Côte ici là. Oui. Qui ont tenu même les réunions récemment, ils sont au nombre de 80 et quelques et qui adhèrent désormais à l'AFP. Les anciens élus. Ce sont des anciens députés, des anciens maires. Des anciens maires, des anciens conseillers communaux, etc. Donc nous sommes en train de faire un travail qui aboutira à l'élection du président dès le premier tour. Alors, qui dit faire un travail pour faire adhérer les gens dans votre dynamique en ce qui concerne le soutien à la candidature du président de la République générale Mamadi Doumbouya parle forcément des acquis du CNRD. À vous demander en tant qu'observateur politique, quel est le regard que vous portez sur les grandes réalisations du CNRD? La première, la deuxième question, et que diriez-vous du programme et du projet Simandou 2040? Parfait. La première question, le bilan ou les réalisations du CNRD. En un mot, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, j'ai été, je dirais le seul, ou en tout cas le premier à dénoncer le coup d'État, et en place publique. J'ai eu à le faire, dans une radio, dans une télévision de la place. Le lendemain, le même jour, ce dimanche-là, j'ai demandé à la maison de la presse que je voudrais organiser une conférence de presse pour dénoncer. Mais pour des raisons sécuritaires, la maison de la presse n'a pas accepté. Le lendemain, le lundi, j'étais au studio, vous m'excuserez, de Goma, dans une émission, on voit Ayafim, quelque chose comme ça. On va Ayafim. Donc, et là, j'ai dénoncé vigoureusement ce qui a eu lieu comme coup d'État. Mais entre-temps, lorsque la lutte contre l'impunité a été engagée, j'ai dit voilà ce que j'ai toujours défendu. Vous n'êtes pas sans le savoir. J'étais le directeur de campagne du président Alpha au Sénégal, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau en 2010. Nous avons conquis le pouvoir. Mais les valeurs pour lesquelles on s'est battu ont été foulées au sol. Notamment la lutte contre l'impunité. Vous le savez mieux que moi. J'ai passé tout ce temps, pendant 10 ans, je ne faisais que dénoncer l'impunité. Je n'ai fait que ça. Je menais des investigations dans le département ministériel, sur la télécommunication, sur l'EDG, sur l'agriculture, les engrais. Je peux vous le citer. Dans le domaine minier, tout ça. Donc, si pendant 10 ans je dénonçais, je vois un gouvernement qui est en place, qui est en train de lutter. Moi, je n'avais pas de moyens pour mettre fin à des choses, mais j'ai vu un gouvernement déjà qui voudrait mettre fin à cette impunité, à cette corruption généralisée dans l'administration. D'où la nécessité de le faire. Si réellement je me suis opposé au président Alpha ou comment on appelle à sa gouvernance, à cause de l'impunité, à cause de la mal-gouvernance, à cause de ce que je peux appeler, en tout cas la corruption généralisée, s'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, en toute objectivité, je dois les soutenir. C'est pourquoi j'ai apporté mon soutien. Sinon, j'ai perdu des avantages. J'étais ici, j'avais des avantages. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas mon intérêt personnel là qui doit me motiver. Ce qui doit me motiver, l'intérêt collégial, l'intérêt général. D'où la nécessité d'oublier de mes souffrances, de mes lacunes,
et dire, ouais, il faut que je me batte. Donc la lutte contre la Absolument. corruption. Ça, La ça lutte fait- contre la récupération des domaines publics. En quoi cela vous tient à cœur? Je le sais, le premier régime qui était là, du président Ahmed Sékou ou du PDG RDA, chaque préfecture avait une cité administrative. Chaque préfecture. Cité des fonctionnaires. Chez moi, aujourd'hui, à Farana, la cité des fonctionnaires n'appartient plus à l'administration. Comme vous le savez, comme partout ailleurs. Donc tout ça, c'est quoi? Donc, et même le gouverneur, qui est l'autorité, la première autorité de la région, n'a même pas de maison. Soit il habite à son domicile, comme c'est le cas de celui qui en a passé l'originaire de là-bas, ou il loue, comme son prédécesseur. Voilà. Donc maintenant, quand on a vu maintenant qu'on est en train de récupérer ces domaines-là, il y a de quoi? Un État fort, ce n'est pas seulement le texte, ce n'est pas seulement... c'est aussi l'existence physique comment on appelle, des maisons, etc. Si vous voulez, des symboles de l'État. C'est ce qu'on est en train de perdre, ou on a perdu. Donc le fait déjà qu'il est en train de récupérer, il a récupéré les domaines publics, je me suis dit, tenez, voilà la raison pour laquelle il faut soutenir. L'assainissement de fichiers de l'administration, nous l'avons observé. Il y avait des fonctionnaires ici qui avaient plus de, je peux dire, des centaines de matricules. À la fin du mois, tout ça, ça tombait dans leur compte. Aujourd'hui, ça a été assaini. Et le résultat est connu de tous. Plus de 30 milliards de francs guinéens ont été récupérés suite à cet assainissement de fichiers de l'administration. Et ces 30 milliards plutôt aujourd'hui là sont redistribués sur le salaire des fonctionnaires. Mais il y a de quoi? Je viens de vous dire que la ville de Conakry est en train de prendre le visage d'une vraie capitale. Et regardez la route de Dixine là. C'était pas comme ça. Ouais. Les emprises, Alpha a voulu, sincèrement, on le sait tous, mais un premier ministre saboteur est venu mettre le pied. Bon, comme aujourd'hui ils sont en train de se victimiser, vouloir parler d'eux, un risque à ne pas... D'aggraver leur sort. Hein. C'est cela. Oui. Donc il n'y a pas que ça. Et regardez au niveau de l'administration. Vous le savez, que la lutte contre l'impunité engagée, ce n'est pas seulement en traquant les corrompus, non, 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 mais aussi en augmentant le salaire des corruptibles, des fonctionnaires qui sont exposés à la corruption. Ouais. Un secrétaire général, aujourd'hui, a des primes comment tu appelles, de fonction très élevées, dans l'ordre de 20 millions par mois. Ça le couvre de... Donc, ils ont plus, les secrétaires généraux ont plus de 25 millions aujourd'hui. Les chefs de cabinet ont plus de 25 millions aujourd'hui. Les directeurs nationaux ont plus de 20 millions aujourd'hui. Etc. Il a fait des augmentations, soit alors que ces gens-là n'avaient même pas 100 francs comme prime de fonction. Mais aujourd'hui, quand je prends par exemple les chefs de cabinet, on a fait une augmentation de 15 millions francs guinéens par mois. C'est comme pour dire que contentez-vous de cela et à ne pas toucher le bien public. C'est une façon de lutter contre l'impunité. Parlez-nous, Président. Donc c'est pour dire que... Le programme Simandou. Voilà, c'est pour dire que la lutte contre l'impunité... Moi, je suis un enseignant. Je pourrais... J'enseigne. Où j'enseigne? Je ne suis pas docteur. À l'université, en principe, c'est un docteur. Ça, c'est le principe de Kamaes. Ouais. C'est un docteur qui doit enseigner à l'université. Mais c'était des homologués. Quelqu'un qui a le master, il enseigne quelqu'un qui veut apprendre un master. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a plus de 1000 Guinéens qui ont été financés pour avoir le doctorat. Donc on a plus de 1000 doctorants aujourd'hui. Et financés par l'État. On n'a pas l'habitude de voir ça. Pour qu'on puisse avoir beaucoup de docteurs dans notre pays. Il y a certaines disciplines où on n'a pas beaucoup de Guinéens. Va aller demander dans les universités ici, comme à l'intérieur du pays. Les expatriés sont là aujourd'hui. Plus de 103 sont là aujourd'hui. Bien. Voilà, payer à la charge, comment on appelle, le frais du contribuable guinéen, c'est-à-dire pour renforcer les capacités du corps professoral. Voilà, donc tout ça, ça veut dire quoi? Ce sont des réformes franchement encourageantes. Et on ne peut pas dire celui qui a fait tout cela là, on ne peut pas changer ce dernier, dire que partez de l'élection. À ne pas nous abandonner, de Simandou 2040. Simandou 2040, quel est votre regard là-dessus? Simandou 2040, c'est un grand projet qui a pour ambition d'améliorer la condition de vie de nos compatriotes. Et le gouvernement, il ne suffit pas de tout ce qu'il se fait comme chose. Je suis parfaitement d'accord, ce sont des choses qu'il faut soutenir, des actions pour que les Guinéens adhèrent
Parce qu'un projet, d'abord, c'est l'adhésion. Si la population bénéficiaire n'adhère pas, ils peuvent saboter à tout niveau. Mais de faire en sorte que l'argent que les Guinéens, la Guinée aura là-bas, à ce niveau-là, à investir ça exclusivement dans l'agriculture. Exclusivement l'agriculture, élevage et transformation des produits, de ces deux produits. C'est de cela. Mais il y a quand même d'autres secteurs aussi de la vie qu'il faille soutenir. Les infrastructures, le transport. Il y a toute une gamme de je sais, il y en a. Oui, je sais, il y en a. Mais vous voulez qu'on priorise l'agriculture, qu'on priorise l'élevage, qu'on priorise la transformation. C'est ce qui crée l'emploi. Bien. C'est ça, pour la meilleure façon de créer de l'emploi ici. Envoyer les gens au champ. L'argent qu'on va avoir, il faut donner ça aux Guinéens pour qu'ils puissent travailler. Si Koïla va me permettre, on va parler de Farana qui s'apprête à accueillir notamment la grande marche de reconnaissance des acquis du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Elle est prévue la semaine... oui, à partir du 23, je crois. Hein. Absolument, absolument. 23, donc, vous êtes de Farana. D'abord, comment est-ce que, dans quelle mentalité les fils de Farana accueillent cette marche, mais aussi qu'est-ce que Farana promet à la Guinée en termes de capacité de mobilisation? Ben, je peux vous le dire sans orgueil que Farana est une ville historique qui s'est toujours engagée pour des causes communes, d'ailleurs je peux dire même sacrifié, qui s'est beaucoup sacrifié pour les causes communes. Quand je parle de Farana, je parle de la région de Farana. Oui. Dans l'histoire de Farana, je peux le dire que les élections à l'indépendance, les 100%, c'était la seule circonscription électorale qui a voté 100% non. Vous pouvez relire l'histoire. Et il y a deux fils encore de cette région qui se sont donné la main, Ahmed Sékou Touré et Barry Yawadou, qui se sont donné la main pour donner l'indépendance à ce pays-là. Ce pays-là a fait beaucoup de sacrifices. Ce pays-là est dans l'esprit de la refondation. Sinon, je peux vous dire, hein, nous, on n'en a rien là-bas, je vous assure. Hein. C'est une ville abandonnée, sincèrement. Beaucoup de choses nous manquent, on ne peut pas imaginer. Il y a même des préfectures derrière qui relèvent de Farana, mais qui sont beaucoup plus animées que la ville de Farana. Sauf que dernièrement, quand même, il y a eu assez d'actions phares de la part du président de la République, la réhabilitation de la villa Assili et quelques... Absolument. Et c'est pourquoi je disais, si la fête d'indépendance devrait être organisée, la première ville bénéficiaire devrait être Farana. Parce que les deux fils de Farana se sont donné la main, comment on appelle, pour conquérir l'indépendance. Parce que Farana a été la seule circonscription qui a voté non. Donc si l'indépendance... il faut rétablir... si l'indépendance était une religion, sa Mecque serait à Farana. Alors, comment est-ce que Farana s'est préparé? D'où la nécessité de commencer la fête tournante là-bas, mais on n'a jamais bénéficié. On en est où au niveau des préparatifs? Pour mettre de l'eau à mon moulin, et au moulin de Faranaka, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées. Donc, du coup, il faut que les Faranaka sont très contents, soutiennent à bras le corps le CNRD et son président. Est-ce que Farana peut faire comme Boké aussi? Ah oui, nous allons dépasser toutes ces localités. D'abord, ce que nous avons comme avantage, nous avons été l'un des derniers, ou voire même le dernier à organiser la chose parmi les régions. Donc vous allez tirer les leçons. Donc nous allons tirer les leçons. Oui, on va finir honorable, par le projet de nouvelle constitution. Certainement vous êtes au courant de son existence et des innovations en son sein. Quel regard global que vous portez justement sur ce texte-là? Bon, je crois que c'est un travail colossal qui a été bien fait. Il faut d'abord féliciter encore l'institution. Il y a eu beaucoup d'innovations. Je ne parle pas du texte, mais la forme. Vous savez, d'habitude, les citoyens sont associés ou prennent connaissance de la Constitution pendant le référendum. Donc, ils ne savent pas qui a fait, qu'est-ce qui a été mis là-dedans. Mais c'est en fin de compte maintenant qu'ils vont se rendre compte maintenant, quand ils seront consultés pour aller dans les bureaux de vote, qu'ils prennent connaissance du contenu. Mais cette fois, ce qui a été fait ici, il y a eu une consultation large. Le symposium. Vous le connaissez. Le débat d'orientation, les consultations nationales. Donc le peuple a été consulté, le peuple a été associé à la conception même du texte. C'est ça l'innovation. D'habitude, c'est un collège, c'est quelques cadres en 4 bureaux, entre 4 murs, qui dressent des choses et disent que voilà, c'est ce que vous avez comme constitution, votez.
Donc vous êtes obligé de voter. Certains même votent parce que le président qui est en exercice est aimé à cause de l'amour qu'ils ont pour le président, là ils votent. Mais en réalité, ils ne connaissent pas le contenu. Mais cette fois-ci, le peuple a été associé en amont, mais aussi en aval. Et c'est d'où la nécessité, franchement, de féliciter, de remercier la démarche qui a été entamée. Nous avons, ce qui nous a été montré, on a fait une proposition. Entre-temps, là où on ne peut pas se prononcer franchement là-dessus, parce qu'il y a un collège qui a été mis en place, certainement qui a modifié, qui a déplacé quelques virgules. Oui, les experts nationaux. Oui, qui ont procédé à la rélecture, de l'avant-projet. Donc, et suite à cela, il n'y a pas un contenu qui nous a été montré. On ne sait pas qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été ajouté. Et la plénière qui a eu lieu ici pour la validation a été faite à huis clos. Ouais. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, donc on ne pourra pas se prononcer. Je ne pourrais pas personnellement me prononcer. Très bien. Ça sera rendu public. Aujourd'hui, c'est le retour de celui que vous voulez porter comme candidat. Eh bien, il y a une effervescence, vous avez dû le constater dans les rues de Conakry. C'est le retour donc, du président Mamadi Doumbouya de l'extérieur, après son voyage, bien sûr, au Rwanda et au Togo. Vous qui êtes justement membre de l'Alliance. Au Gabon, plutôt. Au Gabon, voilà. Au Gabon, pour l'investiture d'Olingi Nguema. Quelle lecture faites-vous justement de cet engouement que vous voyez dans la rue de Conakry? Un sentiment de fierté, un sentiment de réconfort. Mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi, les images qui sont brandies aujourd'hui. Le président Nguema lui a tendu le flambeau. Ouais. C'est significatif. Donc ce qu'il tient là comme flambeau, c'est nous qui voulons qu'il soit candidat, parce que ce dernier, la même chose. Hein. Il est un militaire qui a accédé au pouvoir par un coup d'État, soutenu par la population. Les partis politiques se sont donné la main pour le porter comme candidat. Aujourd'hui, il a accédé au pouvoir à plus de 80, je crois 90%, oui, 90% de l'électorat. Il n'y a pas eu de contestation. Cela aussi la légitimité. On n'a pas entendu l'opposition dire « Ah non, j'ai été traité sur ça ». Non. Alors que les gens sont été validés, ils sont allés dans les courses. Et ici, nous aussi, nous sommes en train de nous consulter, de nous concerter, de nous unir juste pour porter sa candidature. Ça veut dire aussi que si on a tendu le flambeau, donc ici encore le flambeau là aussi sera bien maintenu et nous le poserons. Nous allons légitimer, légaliser son pouvoir pour qu'il puisse nous redresser ce pays-là, pour mettre ce pays-là sur les rails, pour que désormais les civils qui accéderont peuvent vraiment gérer comme au Ghana ça se fait. À chaque 8 ans, il y a un président qui passe. Donc le Ghana qui a connu l'instabilité politique récurrente, aujourd'hui fait la passation du pouvoir sans coup de feu, mais plutôt avec tambour battant. Et c'est ce que nous aimerons avoir. Très bien. Comme la façon d'accéder au pouvoir de notre pays. Très bien. En tout cas, honorable, ce fut un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. On aura bien sûr l'opportunité de vous avoir dans d'autres numéros de cette émission autour de la transition qui arrive à son terme. Nous avons eu comme invité, pour ceux qui nous suivent à la radio parlementaire, l'honorable Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, force des intègres